C'est ça? Tu crois que ça marche? Ça Attends, on va marche. tester comme ça parce que pour que ça foute, moi. Tu fais quoi comme bilan sanguin avant de mettre de l'olanzapine? Bilan lipidique, Ouais, pourquoi? parce que ça a un impact sur la fonction cardiovasculaire et aussi sur le diabète, cholestérol et tout ce qui va avec. Donc le bilan lipidique, c'est HDL, LDL, Ouais, triglycérides oui. et cholestérol total. Recherche de Ok. glycémie à jeun. Ça, c'est pas le bilan lipidique, le Non. glycémie à jeun, c'est autre chose. Ouais. Ok, glycémie à jeun, quoi d'autre? Euh, Glycémie à jeun, il manque un truc. Tu fais pas juste la glycémie à jeun, ok. tu fais l'hémoglobine glyquée. Hémoglobine cliquée. Parce que la glycation sur les globules rouges reflète l'état glycémique sur les 3 derniers mois. Mm. Ok, c'est comme quand tu fais les folates, tu fais les folates sériques et tu fais les folates érythrocytaires. Ça coûte pas beaucoup plus cher. C'est la Mm. concentration en folate des globules rouges, quoi. Ok. Ok, donc bilan lipidique, glycémie, à jeun, hémoglobine glyquée. Mhm. Ok, parce que ça a des facteurs de risque cardiovasculaire Mhm. et que ça va se décaler. Le bilan lipidique, il va se décaler comment? Quoi qu'il va monter, quoi qu'il va baisser. Euh, HDL va augmenter. Ah! Non. C'est l'inverse. Ouais. Et c'est quoi qui va augmenter? LDL. Parfait. Et c'est quoi qui est un marqueur de dégradation sur le plan insulino-sensibilité, un marqueur de dégradation précoce qui va te faire dire que le poids va monter? Ouf. C'est quoi qui se décale en premier? Hmm, je vais dire au pif, Vas-y. mais LDL qui baisse? Non, c'est les triglycérides. Ah, ok. Les triglycérides qui augmentent. Quand les triglycérides augmentent, on est censé faire une prise de sang à 3 mois. Quand les triglycérides augmentent, ça va probablement pas très bien se passer. Ok, il y a quoi d'autre, hein? Hmm, prolactine? Ouais, pourquoi? Parce que ça risque d'augmenter aussi. Ok, pourquoi? Parce que c'est comme ça. Non, c'est dans quelle voie dopaminergique que ça va augmenter? C'est quelle voie dopaminergique qui est impliquée dans l'augmentation de la prolactine? Les eaux C'est... corticales? Non, perdu. Ah, C'est limbique? tubéro-infundibulaire. Bon, Voilà, ça va. ça fait mal. Tubéro-infundibulaire, ça va dans l'infundibulum. Et du coup, c'est la seule voie dopaminergique qui ne va pas d'un endroit vers un autre. Mésocortical, c'est le mésocortex. Enfin, c'est le tronc cérébral vers le cortex. Mésolimbique, c'est vers le système limbique. Oui. Et la dernière, c'est Euh, non. nigrostrié. Oui. Et du coup, ça de, du l'air nigral, entre guillemets, hein, vers le striatum. Ok, substance noire, substantia nigra, c'est la couleur des. C'est noir parce que ça s'appelle une substance nigra parce que ça a la couleur noire à l'anatomopathologie. Ok, quand tu regardes au microscope, c'est tout noir. Et Ok. le locus coeruleus, c'est bleu. Et il y a quoi dans le locus coeruleus? La noradrénaline. Ok. Ouais, c'est le soma des neurones noradrénergiques qui va aller vers le bas, vers le bas, vers le haut, vers le cortex, etc. On le refera. Et la prolactine, ça fait quoi comme effet secondaire? Une, Comment augment- tu veux comment tu peux t'en rappeler? Chez les mecs, ça fait quoi? une augmentation Ouais, du volume. ouais, une gynécomastie, Voilà, avec gynécomastie. parfois Parfois écoulement un écoulement. de. Bon, un écoulement, c'est pas forcément du lait, mais Ouais, c'est effectivement, ça. c'est un espèce d'écoulement un peu blanchâtre, là, pas très bien supporté. Et il y a quoi comme personne sur Terre il y a quoi comme autre maladie où tu as à peu près les mêmes symptômes que l'hyperprolactinémie? T'appelles ça une maladie? Ouais, il y a quoi comme maladie, effectivement, où tu as les mêmes symptômes? Alors, c'est pas une maladie parce qu'il y a plusieurs façons d'arriver à là, mais c'est un état clinique, en fait, moi, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Eh ben, c'est quand tu as plus assez de testostérone. Ok. Donc, en fait, la Ah oui. prolactine va aller inhiber la sécrétion des stéroïdes sexuels. Et donc, en fait, tu as ta testostérone qui chute. Et Et pareil. donc, en fait, c'est une castration chimique Hmm, quand tu es avec des prolactines de dingue, là. ok. Donc, en fait, au lieu d'apprendre ça peut faire ci, machin, non, en fait, c'est juste, bah, tu as une insuffisance
d'hormones sexuelles parce que tu as une hyperprolactinémie. En tout cas, chez l'homme, c'est ça. Et ça se tient parce que chez la femme, ça fait le lait et puis ça retarde les nouvelles ovulations, etc. Parce qu'il n'y a pas besoin en Oui, réalité. Donc leur tour de couche, il peut se faire de façon décalée quand les femmes allaitent parce que de fait, ça va faire une insuffisance ovarienne, etc. Donc en fait, ça donne ça. Donc quand tu vois des enfants avec des prolactines à 2 fois la norme, et qui dit je suis un peu fatigué, bah, faut s'alarmer en fait parce que c'est pas agréable du tout, hein. Donc c'est des patients qui ont eu par exemple soit de la prostate, une chimiothérapie androgénosuppressive qui va supprimer les hormones, les hormones sexuelles, donc t'as plus de testostérone qui se trimballe, etc., etc., quoi. Ok. Donc c'est pas très bien vécu par les patients. Et puis voilà, hein. Attends, on va pas tout faire. Tac, tac, tac. Donc, tu as dit plus que ce qu'il y avait. Quand tu nais, il y a les enzymes pour métaboliser les médocs. Il y a combien de phases différentes? combien de phases Ouais, différentes pour dans le... métaboliser les traitements. Ouais. Un, 2, 9, 15. Alors, Tu prends un médoc, il y a ouais, l'absorption. oui, Ça va du site où tu l'ingères. oui, Puis après, ça va se distribuer oui, dans l'organisme. Puis après, ça va être métabolisé. oui, Pour ceux qui sont métabolisés, il y en a qui sont excrétés sans être métabolisés, par exemple. qui sont excrétés sans être... Ouais, il n'y a pas de transformation. Mon préféré, bah, le lithium. Ouais, C'est un ion, donc tu vas pas oui, transformer l'ion ok. dans quoi que ce soit, on est d'accord? Ou alors, je sais pas moi, le neurontin ou le pramipexole, enfin, t'en as plein qui sont majoritairement pas métabolisés. Le lithium, par exemple, c'est pas métabolisé du tout. Et après, tu as extraction où tu dégages carrément la substance ou le métabolite Hmm, du corps. Ok. oui, La métabolisation, il y a plusieurs phases. Il y a phase 1, phase 2. Réaction de phase 1, réaction de phase 2. Réaction de phase 1, c'est les cytochromes. C'est des réactions toutes bêtes où tu vas rajouter ou l'atome hydrogène enlever ou des atomes de carbone, comme tu mets une déméthylation ou des non, des comme ça s'appelle Nord, ou alors tu as hydro. des petites hydroxylations, tu as l'estérification, tu vois, des petites réactions de tranquillou. Mais ça, c'est tu modifies la structure de la molécule, tu rajoutes pas forcément grand-chose qui vient de toi. Et en tout cas, quand tu rajoutes, c'est des trucs tout simples. Et après, tu as des réactions de phase 2 où là, tu rajoutes des groupements plus costauds, genre glucuronoconjugaison ou sulfuronoconjugaison ou je sais pas quoi. Typiquement, de phase 1, c'est les cytochromes. Mhm. Et de phase 2, c'est l'uridynyl gluconeurosyltransférase, du GT ou des trucs un peu plus compliqués de nom, mais c'est le même principe, tu vois. Et donc, par exemple, la lamotrigine, elle est principalement métabolisée par des réactions de phase 2, Ok, ok? Et de phase 1, bah, c'est la fluoxétine, tu vois, norfluoxétine, etc., etc. ok. Ok, donc quand tu mets, par exemple, euh, un médoc chez quelqu'un qui est âgé ou chez quelqu'un qui a une insuffisance hépatique, eh ben, l'altération de la métabolisation n'est pas la même selon le terrain sur lequel tu prescris. Mhm. Donc, si jamais je prescris chez quelqu'un qui a une insuffisance hépatique ou quelqu'un qui est suspecté comme ayant une insuffisance hépatique parce que il y a des consommations d'alcool énormes et que bah, là, il est agité, on ne sait pas comment il métabolise quoi que ce soit, la cirrhose du foie, c'est ça qui va aller modifier ta Attention. métabolisation. Ok. C'est pas les enzymes hépatiques, tu peux avoir des alates à 500 ou même à 2000 et tu peux synthétiser et métaboliser, etc. sans trop de soucis. Ok. Donc en fait, c'est sur les éléments cirrhotiques, c'est même sur le score de Child-Pugh, mais ça on verra plus tard. Mhm. Mais la cirrhose a un impact sur les réactions de phase 1. Donc c'est pour ça que tu mets pas du Valium. Parce que le Valium, ça fait du nordazépam et après, tu as d'autres réactions de phase 1. Ça s'accumule de dingue. Tu mets du lorazépam ou du Seresta parce qu'ils sont métabolisés par des réactions de phase 2 qui sont moins impactées par la cirrhose. Ok. Ok? C'est clair ou pas? C'est pas très clair. C'est pas grave, ça se clarifiera.
Et du coup, la question, c'est à partir de quel moment est-ce que les cytochromes P450 fonctionnent à leur capacité maximale? On sait rien. Non, non. Et ben, c'est 2 à 3 ans. Donc, en fait, le nouveau-né, c'est sous sérotoninergique. C'est sous IRS, tu prends de la fluoxétine. Hmm. Tu prends de la sertraline. Parce que la fluoxétine, pendant la grossesse, ça va à peu près. Pendant l'allaitement, c'est un peu plus emmerdant. Donc, le classique en péripartum, c'est la sertraline. Ok, tu peux faire accouchement et grossesse. C'est pas, enfin, grossesse et allaitement, pas de souci. Et il y a un effet soit de sevrage. Le nouveau-né, il est pas très bien, il a du mal à s'adapter. Et en fait, bah, il a du mal à éliminer le truc. Enfin, il a du mal à se faire à Sans. l'adaptation sans ça, et du coup, enfin, séparation entendu. Soit c'est qu'en fait, la mère aidait aux métabolisations de ça, et du coup, quand il y a le cordon qui est coupé, bah, tchoup, il n'arrive plus et ça commence à s'accumuler. Hmm. Ok. Et ça, c'est le cas notamment parce que les enzymes hépatiques, elles sont pas tout à fait très matures lors de la naissance. Et donc après, tu as le 3 à 4, c'est même pas les mêmes en fait. Tu as plus de 3 à 5, moins 3 à 4, ça se modifie un peu. Enfin, c'est de la pharmaco néonatale, donc Ouais. c'est encore un autre trip, mais c'est quand même intéressant. Est-ce que nos molécules en moyenne, elles sont lipophiles ou hydrophiles? En moyenne, En je sais qu'il y a des trucs. moyenne, elles sont lipophiles. Pourquoi? Hmm. Ça, Parce que tu me l'as dit. ouais, mais ça, c'est pas une vraie raison. Si je te dis qu'il faut prescrire le lithium 3 fois par jour, c'est pas bon. Non. Non, non. Alors pourquoi? Euh, pour la barrière entre. Bah oui, 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 c'est très bien. Oui, oui, Parce qu'il mais. faut que ça pénètre les cellules, le truc, et il faut que ça pénètre la barrière hémato-encéphalique. Ça. Et du coup, pour pénétrer la couche d'une cellule, en fait, c'est une couche avec des acides gras Oui. et il y a de la flotte entre les deux. Et du coup, si jamais tu es lipophile, tu peux passer à l'intérieur et puis ressortir sans trop de difficultés. Si tu es hydrophile, tu passes pas à travers le gras, c'est compliqué. Il faut des canaux, il faut des machins, ou alors il faut des concentrations extrêmes ou ce que tu veux, mais ok. Le fait de manger des acides gras, c'est que tu as vraiment ta couche, je vois si les gens le voient, tu me diras, ça sert pas à grand-chose. Tu as ta couche d'acides gras en haut et en bas, c'est Mhm. des acides Mhm. gras. Les Mhm. acides gras, c'est des chaînes longues avec des atomes de carbone. Mhm. Et tu as des acides gras qui sont saturés et des acides gras qui sont insaturés. Mhm. Quand les acides gras, ils sont saturés, eh ben, euh, ça te fait une molécule qui est comme ça, qui est très linéaire. Ok. Quand tu as des acides gras qui sont insaturés, eh ben, il y a des zones où la liaison entre les deux atomes de carbone n'est pas saturée. Du coup, ça te fait des molécules un peu plus tordues. Ok. Quand elles sont tordues, eh ben, ça te fait une membrane cellulaire qui est un peu moins compacte. Tu vois? Ok. Parce que c'est pas organisé comme des dominos, nickel, c'est un peu plus le foutoir. Donc ça passe plus Du coup, facilement. ça passe plus facilement et c'est pour ça que d'avoir des apports d'oméga 3 ou d'acides gras insaturés, eh ben, ça te permet d'avoir des échanges entre les cellules qui se font plus facilement. C'est un des mécanismes. C'est beau, Ça non? désature. Alors. Non, c'est pas que ça désature, c'est que vu que les acides gras, ils sont désaturés, ben, ils sont plus souples globalement. La membrane, elle est plus souple, il y a plus de place, tu Donc il vois. y a plus d'intérêt. T'as plus d'intérêt, ouais, il faut des acides gras comme il faut, quoi. Ok. 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 Voilà. Et ok, donc c'est des molécules lipophiles qu'on a. Et donc imagine quelqu'un qui a des molécules lipophiles et qui est en surpoids ou alors qui a une masse adipeuse supérieure à ce qu'on attend en termes de bon fonctionnement Mhm. cellulaire, par exemple, si tu veux, est-ce que le volume de distribution est plus élevé ou plus faible? Je t'aurais dit plus faible. Si tu donnes une molécule lipophile ou hydrophile? Ah, Ah, hydrophile du coup. on est d'accord. Oui. Donc en fait, c'est pas, je vois quelqu'un, il est en surpoids, il faut adapter les concentrations, machin. Non, ça c'est une connerie. Ok. Si jamais il y a des molécules hydrophiles, eh ben, le volume de distribution est plus élevé. Donc, par exemple, le Valium, c'est hydrophile. Si jamais tu es en excès de masse adipeuse, eh ben, tu peux
avoir des espèces de réservoirs de Valium. Hmm. Ça va diffuser dans le tissu graisseux et ça va aller s'accumuler. OK? Par opposition, un truc complètement hydrophile le fera pas. Donc, il y a quoi comme molécule qu'on a qu'on espère hydrophile? Bah, t'aimais ça, vous? Non, Non? tous les Tous les bains. psychotropes, tous les psychotropes, ils sont lipophiles, ils passent à travers la cervelle. C'est Gabapentine, prégabaline? principalement tout est Adrénaline. lipophile, sinon ça passe pas. L'atarax. Donc c'est non, tous les psychotropes, si ça passe dans Merde. le cerveau, non, Ouais. c'était trop. Non, ben genre l'athénolol, tu vois. Ah oui. L'athénolol, c'est un bêta-bloquant qui est un peu plus hydrophile et qui va du coup pas aller se mettre dans le cerveau. Et c'est pour ça que des fois c'est bien de se servir de ça et des fois ça l'est pas. Ok. Ok. Donc après, on est là, paf, on se fait la petite demi-heure. Hein. Hmm. On fait pas plus par contre. Hein. Il y a quoi comme sevrage avec une substance où tu vas avoir une augmentation de l'envie de dormir, une augmentation de l'appétit, des cauchemars ou des rêves très vivides et des problématiques non spécifiques de dysphorie, d'angoisse, etc. Mais quand tu arrêtes de consommer cette substance, tu as plus faim, tu as une augmentation de l'appétit, tu dors moins bien, tu as le sommeil qui s'est dégradé parce que il y a des rêves et des cauchemars qui sont assez vivides, mais tu as plus sommeil. Le café? Excellent. Ouais. Tu peux avoir ça. Ah bah, Alors, vraiment. c'est que Abusé. t'as quand même pris pas mal de café. Et autre chose que le café. Bah, le tabac, mais pour moi, ça fait pas Non, le super bien. tabac, non, ouais. Voilà, c'est toujours le même truc, hein. C'est quand tu l'arrêtes, t'as plus sommeil et t'as plus faim. Tout ce qui est C'est mince. quand tu le consommes, Les Red Bull, là, mais les stimulants. Ouais, Donc, c'est les psychostimulants, ouais. ouais, voilà. Ok, bah voilà, c'est ça, c'est tout, hein. Donc, dans les psychostimulants, il y a les psychostimulants légaux, les amphétamines aux États-Unis, la Mm. méthamphétamine aux États-Unis, parce qu'ils ont la méthamphétamine. Mm. J'avais découvert ça. Je sais pas, la dextramphétamine, le méthylphénidate, ce que tu veux, machin. Ok. Pourquoi est-ce qu'il y a un rebond enfin, les rêves vivides et anormaux là, où c'est vraiment très coloré, tu vois, c'est chimiquement impactant. Qu'est-ce que ça, c'est la traduction biologique, enfin, c'est la traduction clinique de quel phénomène neurobiologique? Euh, système noradrénergique ou pas? Bah Pas non, vraiment. c'est plutôt un rebond sérotoninergique en fait, ça. Ok. Tu vois, parce que la sérotonine, la cocaïne, ça augmente la sérotonine, il n'y a pas de Oui. doute. Euh, le fait d'avoir un rebond, c'est que tu as été un peu supprimé. Les antidépresseurs notamment suppriment le sommeil REM. Et du coup, c'est pour ça qu'au début, les gens ils disent, bah, j'ai plus de rêve, ça peut être ça. Et c'est pour ça que lors de l'arrêt, tu as un rebond. Et donc, tu as un rebond de sommeil REM. Donc ça, c'est des rêves agités ou plus vides, etc. Ça se normalise. Et avec le temps, ça finit par passer ça. Ok. Hein, t'as des gens où les gens deviennent tolérants et paf. Euh, il y a quoi comme anomalie que tu vas trouver au labo chez les gens qui utilisent des stéroïdes anabolisants? Comme man Anomalie biologique. Alors ça, tu le sais, on l'a fait tout à l'heure. sur la testo? Alors, tu vas trouver quoi à la testostérone? Bah, une chute. Ah bah non, c'est l'idée. C'est l'idée, c'est d'en avoir plein. Ah oui. En Mais fait, là, il l'arrête pas. il vient, il est chez toi et il est massif. Le mec, on en a deux, trois. Oui, Hein. oui. Ils sont, ils passent à peine la porte, les gars. Ils sont massifs. Ils s'assoient, la chaise hurle à l'agonie. Et ils dansent comme du plomb. Hein. Et tu fais une prise de sang. Et le gars, il dit, ouais, je consomme, je prends plein de poulet. Et tu fais, OK, on fait juste une prise de sang pour voir parce qu'il demande aussi de la Ritaline. Donc, ça commence à t'emmerder un peu, tu vois. Et du coup, tu fais une prise de sang et tu peux t'attendre à quoi comme anomalie à la prise de sang? Donc, une modification des hormones. Donc la testostérone, elle va péter le plafond, Ouais. d'accord? La testostérone et la testostérone libre, la testostérone biodisponible. Ça, c'est la testostérone qui n'est pas liée à l'hormone je crois que tu l'as vu dans tes cours, quoi, dans tes Pas cours, encore. qui est pas liée à l'hormone de transport des hormones sexuelles. Mhm. Bon, c'est SHBG, là, sexual hormone binding. Bon, ok. Et c'est quoi qui fait que tu sécrètes de la testostérone où, toi? C'est quoi qui sécrète de la testostérone? Bah, Bah, c'est les couilles, ouais, hein. les C'est les couilles. testicules, oui, on est d'accord. Et c'est quoi qui fait sécréter de la testostérone par les testicules? Bah, c'est la FSH et la LH, Ah non. qui sont des hormones qui viennent de l'hypophyse.
Ok? Parce que toute hormone vient de l'hypophyse, de toute façon. Pas toute hormone, mais là, c'est les Une hormones grande partie. hypophysaires. Bah, on parle beaucoup de l'hypophyse, mais pas que. Ok. Mais t'en as qui arrivent de l'hypophyse antérieure, et il y en a Mhm. 6 classiques, et ceux qui viennent de l'hypophyse postérieure, t'en as 2. C'est quoi celles qui viennent de l'hypophyse postérieure? Postérieure Ouais. de T4, T3. Ouais, alors t'en sais rien là. Non? Non, Je crois que c'est ça. c'est thyroïde postérieure, enfin pas thyroïde, pardon, de l'hypophyse postérieure. C'est ocytocine Oh, oh non, je et suis loin. hormone antidiurétique. Ouais, non, je suis trop loin. Ok. Bah, l'ocytocine, c'est ce que c'est ça, tu vois. Tu rentres. Imagine, ta femme accouche. Oui. Le gamin hurle. Tu rentres. Toi, tu vois le gamin qui hurle et c'est l'enfer. Ça te casse les oreilles. Tu veux mettre des boules caisses. Alors que la femme, elle, ça lui fait sécréter de l'ocytocine. Et un, ça prépare à la lactation. Mhm. Et deux, ça fait que elle arrive à, euh, allez, on va dire, investir un peu plus la relation que si c'est un gamin qui a rien à voir avec toi, quoi. Donc c'est pour ça que le cri des enfants est horrible. C'est fort et aigu pour que tu puisses le reconnaître. Mhm. Sinon, t'imagines, tu rentres et puis je sais pas, t'es en rave partie avec ton enfant, tu le reconnais pas. Donc voilà, je sais même plus c'était quoi la question. Et donc tu as les hormones hypophysaires qui vont aller avec la FSH et la LH stimuler les gonades, donc c'est les testicules. Les couilles, c'est l'ensemble. Mhm. Mais une fois que tu as ça, paf, ça va sécréter de la testostérone. Chez les femmes, c'est les ovaires. Ça va sécréter de l'œstrogène, etc. Donc, chez quelqu'un qui a déjà de la testostérone, c'est comme la T3 et la T4, c'est kiff-kiff. Tu balances à quelqu'un de la T4, il a déjà plein de T4, la TSH est effondrée. Oui, c'est ça. Parce que l'hormone, la thyroïde n'a plus besoin de travailler. La Prépare-toi. TSH, c'est l'hypophyse qui dit à la thyroïde, sécrète-moi ça. Et vu qu'il y en a déjà plein, hop, c'est bon. Donc, d'avoir une TSH basse quand on a une T4 normale, parce qu'on donne des hormones thyroïdiennes, ou même élevées, on n'en a rien à foutre, hein. La TSH basse, ça ne fait rien. Ça veut juste te dire, il y a déjà ailleurs des hormones thyroïdiennes, enfin, dans ce contexte-là, et c'est tout. D'avoir une TSH basse, c'est pas cancérigène, je sais pas quoi, enfin, on s'en Mhm. fout, ok. Donc les hormones sexuelles, c'est pareil. Il a plein de stéroïdes, il a plein de testostérone, et de fait, la LH et la FSH vont être toutes basses. Ok. Alors, si jamais c'est des stéroïdes anabolisants, tu peux avoir les enzymes hépatiques qui décalent, on va dire, parce qu'en fait, C'est-à-dire, un les décalage. stéroïdes, bah, qui augmentent parce que les Oui. stéroïdes anabolisants, tu peux le mettre en injectable. Et en injectable, ok, tu peux le mettre en comprimé, et en comprimé, c'est hépatotoxique. Donc là, c'est un spectre. Il y a des gens, ils peuvent prendre du comprimé plein la migraine, là, et ça fait rien. D'autres, ils en prennent un peu. Ils ont les transaminases à 600 en 2 jours. Donc, en fait, ça peut aussi être décalé. Et après, ça peut aussi être décalé parce que, en fait, les stéroïdes anabolisants, ça va faire qu'il y a un anabolisme qui est pas que dans les muscles. En fait, il y a Mhm. tout qui s'hypertrophie et le foie devient un amas de gras, etc., etc. Et cetera. Et du coup, tu peux avoir des enzymes hépatiques qui montrent l'intégrité de la structuralité, l'intégrité structurelle des cellules hépatiques, quoi. Donc, tu as azatalate qui commence à décaler. Ok. Et puis après, sur le plan, là, il parle du cholestérol. En fait, le LDL diminue, enfin, le LDL augmente et le HDL diminue. Donc, en fait, les stéroïdes anabolisants, c'est un truc qui te massacre ton bilan cardiovasculaire, qui va augmenter la charge cardiaque et qui est l'explication simple de l'espérance de vie dramatique qu'il y a dans le domaine du bodybuilding. Mhm. Si là on met, attends, on va le faire, on met acteur américain torse nu sur Google, ça c'est dopé, 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 enfin je veux dire, là ils sont dopés. Lui là, il est dopé, mais il est pas qu'un peu dopé, hein. Mhm. C'est pas une injection de temps en temps. Il prend 2, 3, 4 produits différents, machin. Enfin, c'est du vrai dopage de dingue, hein. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de faire des troubles de l'image corporelle masculin en créant, en popularisant des idéaux physiques qui sont ingérables? Ben, la réponse est oui, hein. C'est vraiment aussi bête que ça. Donc, faut faire gaffe. Tu vas à la salle de gym, tu fais un dépistage au pif, t'as des surprises. Mhm. Donc après, c'est plus compliqué. Tu as des stéroïdes anabolisants,
tu as les hormones de croissance, tu as l'insuline, tu as de la T3, T4 utilisée à excès chez des patients pas bipolaires. Toi, si tu prends, parce que moi, je suis à 250 de T4, je suis pas thyrotoxique, hein. Si tu prends ça demain, t'es Pas pas. prêt. Donc, tu te souviens de l'étude, jusqu'à 500 microgrammes de T4, il y a personne. Les bipos, ils vont bien, il n'y a pas de souci. Il y en a un qui sent un peu moins bien et qui arrête, mais sinon, ils vont tous bien. Les pas bipos, ils arrêtent avant. Très mauvaise tolérance. Ouais. Étude de Bauer, je crois, sublime. Aujourd'hui, tu n'as plus l'autorisation de faire ces études, hein. Tu demandes au comité d'éthique, on va les charger de T4, voir ce qui se passe. On va leur filer du fric, les charger de T4 et ils arrêtent quand ils peuvent plus. Ça ne marcherait pas. Mais ça a quand même aidé pas mal, ça. Alors, c'est quoi, il y a quoi comme neurotransmetteurs que tu connais qui soient des neurotransmetteurs monoaminergiques? Monoaminergique, des Ouais. neurotransmetteurs. La La théorie des monoamines, il y en a trois. Allez, il y en a trois, c'est pas chier. 7, date, net. Non, ça, c'est les transporteurs des différentes Ah oui. monoamines. Mais ça transporte quoi? Voilà, Bah, du coup, dans l'autre sens, hein. la noradré, Ouais, la dopamine et la ouais, sérotonine. la sérotonine, ok. Il y a quoi comme neurotransmetteur que tu connais qui est impliqué dans le sommeil? Ok, ces trois-là. Et après, La mélatonine. la mélatonine. Ouais. Alors, c'est une Euh, hormone, mais bon, ok, comme molécule, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Tu veux quoi? Comme molécules que tu connais qui sont impliquées dans le sommeil. Il y a les trois qu'on connaît, la mélatonine. Il y en a une qu'on a vue hier. T'as fait le Le, boss. le, ah, je ne l'ai pas encore Elle a rentré dans été l'histoire. découverte par deux équipes quasiment en même temps. Oxytocine. C'est l'hypocrétine ou Hypocrétine. l'orexine. Ok, c'est kiff Orexine, kiff. c'est ça. C'est kiff kiff bourrico. Ok, il y a quoi d'autre? Il y en a deux que tu connais, hein, sûr. Histamine. Parfait. Parce que si tu bloques les récepteurs à l'histamine de type H1, ça fait Tu bloques les récepteurs d'histamine, ça fait dormir. parfait. Et si tu bloques les récepteurs à l'histamine de type H3, ça fait Euh, Ça plus l'effet merde. Merde, quand tu crases. non, c'est pas C'est pas ça. celui-là, bon bah je Non, l'ai c'est pas. les récepteurs, c'est les antihistaminiques H1 qui font que tu te grades parce que l'histamine, c'est relargué par les mastocytes, quoi, je crois, dans les processus allergiques. Les récepteurs à l'histamine H1, ils sont pas synaptiques, Ouais. et les récepteurs à l'histamine H3, ils sont présynaptiques. Ok. Donc, tu sécrètes ton histamine, il y a un rétrocontrôle, le neurone se dit ouf, il y en a un peu beaucoup, grâce à la liaison entre l'histamine et son récepteur prénommé H3, et du coup, il se calme un peu. Les récepteurs à l'histamine H3 sont l'équivalent des récepteurs à la noradrénaline de type alpha 2. Tu vois, ils sont présynaptiques et ça te dit, bah, tu te calmes un peu sur leur lagage. Ok. Donc, si jamais tu bloques les récepteurs à l'histamine H3, il va y avoir plus d'histamine. Ok. Ok. Et donc, ça va réveiller. Ok. Donc, il y a quoi qu'on connaît comme molécule qui augmente l'histamine? J'ai On jamais l'a vu. fait. J'ai jamais Tu l'as vu. jamais. Tu l'as jamais. Non, je l'ai Bah, pas. c'est la bétaïstine. Bêta-histine, Ok. putain. Et là, il y en a un qu'on a, mais en fait, on l'a pas parce que visiblement, la NSM a estimé que les psychiatres étaient trop cons, donc c'est le pitolisant. C'est réservé aux médecins du sommeil. Donc là, il y a une étude, je ne sais pas s'il y a des chercheurs qui nous écoutent, mais il y a une vraie étude à faire où j'ai mon patient qui est sédaté comme pas possible sous histamino-bloquant, par exemple de la Ketia, ou de la Cloza. La Cloza, la sédation, c'est omniprésent. Est-ce qu'on ne peut pas diminuer la sédation en donnant un agoniste ou un bloqueur histamine H3, comme ça il y a plus d'histamine, tu vois, ce serait pas mal. Ouais, surtout le matin en fait. Bah ouais, surtout le matin, ce serait comme ça, ce serait bien, hein. Mm. Mais on peut pas. Ce qui nous permettrait d'en mettre le matin et de répartir un peu la dose. Ouais, mais ça c'est parce que toi on est d'accord, et après il faut qu'on s'arrête, il y a l'effet, je sais pas comment le dire. Tu prescris Si, non mais. non, mais tu prescris un médoc et tu as des parties du médoc dont l'effet a besoin, c'est même pas la demi-vie. C'est même pas la demi-vie bon sens. Il y a une partie de l'effet du traitement où il y a besoin qu'il y ait une occupation constante des récepteurs, sinon ça ne marche plus, genre les benzos. Oui. C'est plus compliqué et souvent c'est limité en deux, mais les benzos, c'est des récepteurs qui sont liés aux protéines G ou qui sont liés à des canaux ioniques. Canaux ioniques. Parfait. De quel type?
Vas-y. Canaux ionique, voltage dépendant. Non, perdu. Ah non? Non, c'est ligand dépendant. Ah merde. Alors, la benzo se lie sur le Oui. récepteur au. C'est quoi le nom? Alors, attends. La benzo se lie Lie au sur le récepteur. récepteur. GABA. Ouais. Bah ouais, c'est bien, GABA. Et donc, s'il n'y a pas de GABA, il se passe rien. Par Oui. contre, s'il y a du GABA, et ben, le signal GABAergique est augmenté. Ok. Et du coup, ça s'appelle comment ça? Un neurotransmetteur, une molécule qui se lie sur un autre site d'action que le ligand naturel et qui augmente le signal. Allostérique. Ouais. Et il manque deux mots, je sais pas. Positive allostérique modulateur. Machine de guerre. Est-ce que tu sens que ça rentre? Un peu. C'est quand même pas mal, hein? Ouais. Et une fois que ta benzo, qui est un modulateur allostérique positif, c'est lié sur ce récepteur au GABA au niveau de la sous-unité alpha 4 bêta 2, je crois, mais je suis même pas sûr, parce que en fait, elle se lie qu'un sous-type de sous-unité. On fera ça après parce que c'est essentiel. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as un peu perdu là, avec tous les trucs que t'as dit. Eh ben, Non, vas-y, redis. la benzo se lie au récepteur Oui. GABA. Il y a du GABA qui est à côté. Le canal S'ouvre. s'ouvre et il y a quoi qui rentre? C'est pas du GABA. Non, le GABA, il rentre pas. Erreur. Les hormones, elles rentrent à travers la cellule et GBA. et bah, du chlore. En fait, ça, oui, tu le savais. Ah oui. Un canal ionique, du coup, il y a le chlore qui rentre. Hmm. Ok. Du coup, tu viens, oui, Et du coup, tu viens hyperpolariser la cellule parce que c'est le vrai. potentiel de repos de la cellule, il est de combien? 0,4. Non. Un potentiel, c'est en volts, mais c'est faux. Ah putain, je l'avais. 7 millivolts. Non, c'est 0,4. 0,70. 0,70. Tiens, j'ai 0,60, une 7. 0,70. Putain. Ok. Pourquoi il y a un potentiel d'action? Euh, Bah pour que ça tourne de base. Arrête, on fait traîner là, mais Pour que ça c'est long tourne, quand c'est bon. pour que ça tourne de base. Non, c'est pas ça. Pourquoi il y a un potentiel d'action? Pourquoi il y a une différence de potentiel entre les deux côtés de la membrane cellulaire? Pourquoi il y a ça? Parce que des deux côtés, il y a des charges. En Bon, fait, il y a des ions. oui, Le chlore, c'est un ion. Le potassium, c'est un ion, le machin. Et c'est des molécules qui sont chargées. oui, Il y a des cations ou des anions qui sont chargés positivement ou négativement. oui, Donc, si aujourd'hui, là, tu mets ta membrane et que d'un côté, tu mets plein de molécules chargées très concentrées mhm, et que l'autre, tu mets des molécules pas chargées, pas concentrées, eh ben, il va y avoir une différentielle, tu vois, elles vont s'attirer, elles ont envie de passer de l'autre côté oui, pour arriver à l'équilibre. oui. En fait, C'est ce que cherche tout le temps le corps l'équilibre. cherche l'équilibre. La vie, c'est la rupture de l'équilibre et après, tu peux commencer à bosser. Mais si tu n'avais pas ce différentiel-là, il n'y aurait pas d'échange possible, il se passe rien. En fait, ce qui se passe, c'est que tu as des molécules qui font sortir de base des ions et qui en font rentrer d'autres contre le gradient de concentration. Mhm, Donc, tu vois, qui font par exemple rentrer du potassium alors qu'il y en a déjà plein du potassium dans la cellule. mhm, Donc, naturellement, le potassium, si on a plus dedans que dehors, il aurait tendance à se barrer. oui, Mais là, pour augmenter ce gradient-là, eh ben, il y a des enzymes enfin, c'est même pas des enzymes, en fait, c'est des échangeurs qui sont liés à des ATPases parce que ça prend de l'énergie. Donc, tu vois, si je veux faire rentrer du potassium alors qu'il y a déjà plus de potassium, je vais contre le gradient. Et oui. du coup, j'ai besoin d'énergie pour aller contre ça et j'utilise de l'ATP. Et l'ATP, en fait, c'est la source d'énergie du cerveau. T'as dit quoi? C'est Mitochondrie. géré par la mitochondrie. Et après, il y a des trucs qui peuvent utiliser de l'ATP. Mais donc, l'idée, c'est que ton cerveau au repos, quasiment 70% de l'énergie qui bouffe, c'est ces échanges qui se font de façon continue. Donc quand tu Non. mets une benzo, tu viens remettre un ion, tu viens charger, Négativement la cellule. c'est Et du ça. coup, il y a un potentiel qui est plutôt à moins 80, moins 90, moins machin. Et du coup, après, si tu veux dépolariser cette cellule pour qu'il y ait un potentiel d'action, bah, tu as plus de boulot à faire. Donc, elles sont plus ramollo, les cellules. Ok. Ok. Et donc, c'est pour ça que ces benzos, ça marche parce que les cellules qui ont besoin de potentiel d'action pour bien bosser rapidement, bah, en fait, c'est mieux relaxant, c'est anxiolytique, c'est amnésiant parce que, par exemple, tu vois, sur le plan de l'angoisse,
ça vient te ramollir ta cellule rapidement, mais ça dure pas forcément dans la durée. Alors en fait, ça, c'est plus compliqué que ça, mais du coup, tu vois, dans les benzos, tu as besoin de l'avoir dans le sang qui est occupé sur son récepteur, sinon ça marche pas. Mhm. Je reviens à ça et après on se casse. Et du coup, quand tu prends de la clozapine, par exemple, le côté antipsychotique, c'est l'occupation par la clozapine de certaines choses, les récepteurs D1, un peu les D2, ce que tu veux. Et cette occupation, en fait, tu es sur ta cellule, tu es sur ton récepteur qui est lié à des éléments métabotropes, c'est des récepteurs métabotropes. Donc, tu as une protéine G qui va aller faire son deuxième messager, puis son troisième, puis faire un facteur qui va rentrer dans le noyau et balancer, modifier l'expression de certains gènes. Et ça prend un temps de dingo. Et t'as pas besoin d'occuper le récepteur tout le temps pour faire ça. Tu Mhm. vois, ça, tu donnes le signal au récepteur, il fait sa sauce, et si tu as du signal comme ça que de temps en temps, c'est pas très grave. Donc le côté antipsychotique pur de la cloza nécessite pas d'être le matin ou le soir. Le côté anxiolytique, qui peut être dû au côté histamine bloquant, qui peut être dû au côté alpha bloquant, qui peut être dû, je sais pas, au côté 5-HT2A bleutant, ce que tu veux, lui, il peut avoir une composante sur la durée et une composante rapide. En fait, c'est ça que tu fais, toi. C'est quand tu essaies de le prendre le matin, chez certains patients, tu te dis, bah, est-ce qu'il n'y a pas une participation du stress et de Oui. l'angoisse aux éléments psychotiques? Mais chez les gens qui sont psychotiques purs, entre guillemets, Mhm. de le mettre le matin, mais en fait, c'est ça qui se passe, tu vois. C'est instinctivement, il y a ce que tu fais, c'est que tu te dis que pour les molécules qui ont un mode d'action avec des seconds messagers principalement, alors tout le monde a des seconds messagers, on est d'accord, Mhm. mais tu te dis, bah, ceux qui ont une molécule avec un mode d'action qui n'est pas qu'avec les seconds messagers, est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt à les mettre un peu plus tôt et les répartir dans la journée? Et ça, bah, il n'y a que en faisant qu'on essaye, hein, tu vois. Mais du coup, tu vois, tu as des espèces de recommandations crétines, ça se dose en une fois par jour. Non, tu as plein de patients, en fait, tu le doses 2 fois, ça marche mieux et c'est patient dépendant, quoi. Encore ce matin. Voilà, t'as des questions? Non. Allez, adieu.